vous avez 15 minutes. A crié mon mari. Ma famille a faim. Puis sa main a frappé mon visage. Le son a semblé plus fort que la douleur. Pendant une seconde, personne à la table à manger n'a bougé. Sa mère m'a fixé. Sa sœur a baissé les yeux. Son beau-frère est soudainement devenu très intéressé par le verre de thé glacé devant lui. J'ai touché ma joue et j'ai regardé David. Puis j'ai dit quelque chose qui les a fait rire tous les quatre. D'accord? Ai-je chuchoté. Donnez-moi 15 minutes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà passé les 3 dernières semaines à préparer ce dîner. Et quand je suis revenu de la cuisine, je ne portais pas seulement de la nourriture. Je portais 4 enveloppes qui étaient sur le point de tout changer. Je m'appelle Rachel Carter, et jusqu'à cette nuit-là, j'avais passé 11 ans à croire qu'être une bonne épouse signifiait être patiente. Patiente quand David rentrait tard. Patiente lorsque son entreprise de bâtiment traversait un mauvais mois. Patiente quand sa mère m'appelait égoïste parce que je voulais un seul samedi matin tranquille. Patiente quand sa sœur avait besoin d'aide pour le paiement de sa voiture. Et surtout patiente quand David m'a dit, tu es meilleur avec l'argent. Rachel. Couvre juste ça pour l'instant. Pendant des années, j'ai cru que, pour l'instant, signifiait temporaire. J'avais tort. Ce soir-là, j'avais travaillé près de 12 heures au bureau de facturation médicale où j'étais employé depuis près d'une décennie. Nous étions en sous-effectif et j'avais accepté de rester tard parce que je savais que David s'était encore plaindre de l'argent. Je me suis assise dans ma voiture à 21h32. En me frottant les yeux fatigués et en me demandant s'il était bien utile de cuisiner. Mon dos me faisait mal, mes pieds étaient enflés. Et j'avais mangé un demi-bar de céréales vers 16h. Pourtant, je suis rentré chez moi. C'était ce que je faisais. Je rentrais. Je résolvais les problèmes. Je maintenais la paix. Quand j'ai ouvert notre porte d'entrée à exactement 22h03, j'ai pu entendre des voix venant de la salle à manger. Je me suis arrêté. David avait de la compagnie. Sa mère, Linda, était là. Tout comme sa sœur cadette, Megan, et le mari de Megan, Kyle. Personne ne m'avait prévenu de leur venue. Je suis entré dans la salle à manger vêtu de mon chemisier de travail et de mon pantalon noir. David a regardé l'horloge. Puis il m'a regardé. Où étais-tu? J'ai cligné des yeux. Au travail? Tu avais dit que tu serais rentré plus tôt. Je t'ai dit ce matin que je restais tard. Il a poussé sa chaise vers l'arrière. Ma famille attend le dîner. J'ai fixé la table. Il y avait 4 assiettes vides. 4 personnes étaient assises là en s'attendant à ce que je les serve. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai dit, David. Je viens de travailler près de 12 heures. Sa mâchoire s'est contractée et sa mère a soupiré théâtralement. Rachel? Chérie. Nous avons tous faim. Je l'ai regardé. Alors pourquoi personne n'a commandé à emporter? C'est là que David s'est levé. Parce que tu es ma femme. La pièce est devenue silencieuse. Il s'est approché. Tu savais que ma famille venait. Tu aurais dû préparer le dîner. Je ne savais pas. Si. Tu savais. Non. David. Je ne savais pas. Son visage a changé. Pas de la tristesse. Pas de la déception, de la colère. Tu as toujours une excuse. J'ai fait un pas en arrière. S'il te plaît.
Ne commence pas ça ce soir. Il a pointé du doigt vers la cuisine. Va cuisiner. Je n'ai pas bougé. David. Va cuisiner. Sa voix a fait trembler la pièce. Puis sa main a traversé mon visage. J'ai entendu la gifle avant de la sentir. Ma tête s'est tournée sur le côté. Pendant un moment, je n'ai rien entendu d'autre qu'un léger tintement dans mes oreilles. Personne ne s'est levé. Personne n'a dit « ça va ?» Linda a simplement murmuré « oh, David ». Non pas parce qu'il m'avait fait du mal, mais parce qu'elle s'inquiétait de ce qui allait se passer ensuite. J'ai regardé chacun d'eux et quelque chose en moi s'est étrangement calmé. J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois sans m'en rendre compte. Pas la gifle, la clarté. Après coup, j'ai enfin compris que je ne vivais pas dans un mariage difficile. Je me tenais à l'intérieur d'un système qui dépendait de mon silence. J'ai regardé David droit dans les yeux. Puis j'ai dit, donnez-moi 15 minutes. Il a esquissé un sourire narquois. Enfin, je suis entré dans la cuisine. J'ai fermé la porte derrière moi. Mes mains tremblaient, mais je me suis forcé à respirer. Sur le plan de travail se trouvaient les courses que j'avais achetées ce matin-là. J'ai sorti le poulet, les légumes et les pommes de terre. J'ai commencé à cuisiner, non pas parce que David me l'avait ordonné, mais parce que je voulais que les 15 minutes suivantes soient calmes. J'en avais besoin. Alors que le four chauffait, j'ai ouvert le placard au-dessus du réfrigérateur. Derrière un vieux plat à gratin se trouvait un petit dossier noir. Je l'ai descendu. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires, des documents de prêt, des emails et des photographies de papier que je n'avais jamais signés. Je les avais rassemblés tranquillement pendant 3 semaines. Au début, je pensais simplement que David était mauvais avec l'argent. Puis j'ai découvert les retraits, puis les virements, puis les signatures, ma signature. Sauf que je n'avais pas signé ces documents. J'avais déjà parlé à un conseiller financier. J'avais déjà pris rendez-vous avec un avocat. Et plus tôt cet après-midi-là, alors que David pensait que je faisais des heures supplémentaires, j'avais reçu un dernier message de l'avocat, Rachel. La maison est peut-être en danger. Apporte tout ce que tu as. J'ai relu ce message dans ma tête. Puis j'ai regardé vers la salle à manger. Je pouvais entendre David rire avec sa famille. Ils avaient l'air détendus, confiants. Ils n'avaient aucune idée de ce que je savais. J'ai pris 4 enveloppes dans le dossier. Sur la première, j'ai écrit le nom de David. Sur la deuxième, Linda. La troisième était pour Megan et Kyle. La quatrième contenait des documents concernant notre maison. Je les ai placés à côté des assiettes. Puis je suis retourné à la cuisinière. 15 minutes plus tard, j'ai apporté le dîner dans la salle à manger. David avait l'air satisfait. Tu vois, a-t-il dit. Ce n'était pas si difficile. Je n'ai rien dit. J'ai posé la nourriture sur la table. Puis je me suis assise. David a attrapé sa fourchette. J'ai glissé la première enveloppe vers lui. Avant que quiconque ne mange. Ai-je dit calmement. Il y a quelque chose que vous devez lire. David a regardé l'enveloppe. Puis moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai soutenu son regard. La raison pour laquelle j'étais en retard. Et pour la première fois de la soirée. Personne à cette table n'avait plus faim. L'enveloppe reposait devant David comme un avertissement que personne n'avait pris la peine d'écrire. En rouge. Il l'a fixé pendant plusieurs secondes. Puis il m'a regardé. C'est censé être quoi? J'ai croisé les mains sur mes genoux. Ouvre-la.
Sa mère a bougé sur sa chaise. Rachel? Peu importe ce que c'est. Ça ne pouvait pas attendre demain? Je me suis tourné vers elle. Non. Linda. Ça ne pouvait pas. C'était la première fois que je l'interrompais sans m'excuser ensuite. David l'a remarqué. Son expression s'est durcie. Il a pris l'enveloppe et l'a déchirée. À l'intérieur se trouvaient des copies de nos relevés bancaires joints. Il a parcouru la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Son visage a changé. C'est quoi cette blague? Tu me dis? Il a regardé les autres. Megan s'est penchée en avant. Qu'est-ce que c'est? David n'a pas répondu. C'est moi qui l'ai fait. Des registres de l'argent transféré hors de nos comptes au cours des 8 derniers mois. Kyle a arrêté de mâcher. Linda a fronça les sourcils. Rachel? C'est un dîner de famille. Non. Ai-je dit tranquillement. C'était censé l'être. J'avais appris quelque chose pendant ces 3 semaines d'enquête. Les gens imaginent souvent que la trahison financière commence par un vol énorme. Ce n'est généralement pas le cas. Cela commence par de petites choses. Un virement ici. Un achat par carte de crédit là. Une dépense professionnelle qui n'a pas tout à fait de sens. Une signature qui semble assez familière pour échapper aux soupçons. Un conjoint qui dit « Ne t'inquiète pas pour ça ». C'est ainsi que cela s'est passé avec David. Pendant 11 ans, je lui avais fait confiance. Lorsque nous avons acheté notre maison dans l'Ohio, nous avions regroupé nos finances parce que c'était ce que les couples mariés autour de nous semblaient faire. Nous avions des comptes de dépenses séparés, mais l'hypothèque, les services publics, l'assurance et l'épargne provenaient de notre compte commun. Je m'occupais de la plus grande partie du budget du ménage. David gérait son entreprise de bâtiment. Cela semblait raisonnable jusqu'au printemps dernier. C'est à ce moment-là que David a commencé à me dire que les affaires tournaient au ralenti. Il disait que les coûts de construction augmentaient. Il disait que les clients retardaient leur paiement. Il disait que plusieurs chantiers avaient dépassé le budget. Je l'ai cru. Alors, quand il m'a demandé de faire des heures supplémentaires, je n'ai pas posé de questions. J'ai juste besoin qu'on traverse les prochains mois. M'avait-il dit. J'avais hoché la tête. On y arrivera. Il m'avait embrassé le front. Tu es la meilleure. Rachel. Je le croyais aussi. Puis des choses étranges ont commencé à se produire. Le solde de notre épargne continuait de baisser alors que mon salaire n'avait pas changé. J'ai interrogé David à ce sujet. Il avait toujours une explication. L'assurance, les matériaux, un paiement d'impôt, un problème temporaire de trésorerie. Puis, un samedi matin. J'étais assise à notre table de cuisine en train de payer la facture d'électricité quand j'ai remarqué un virement de 8500 $. Il était allé vers un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé David. Il a répondu à la 3e sonnerie. Quoi? C'est quoi ce virement? Il y a eu une pause. Lequel? Je lui ai lu la date et le montant. Oh. C'est pour l'entreprise. Quel compte professionnel? Mon nouveau compte d'exploitation. Tu ne m'as jamais parlé d'un nouveau compte. Parce que je ne pensais pas que c'est important. Cette phrase est restée gravée en moi. Je ne pensais pas que c'est important. Je voulais le croire. Vraiment. Mais quelque chose avait changé.
Alors, j'ai commencé à chercher. Pas de manière obsessive, pas de manière théâtrale. J'ai simplement commencé à garder des copies. J'ai téléchargé des relevés. J'ai photographié des documents. J'ai vérifié notre rapport de solvabilité. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il y avait une marge de crédit sur valeur domiciliaire reliée à notre maison. Je n'avais jamais fait de demande. J'ai appelé la banque le lendemain matin. La femme au bout du fil a vérifié mes informations. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Madame, la demande montre votre signature. Je suis resté assise dans ma voiture à l'extérieur de l'épicerie, fixant le pare-brise. C'est impossible. Je comprends. Je n'ai pas signé ça. Elle est devenue plus prudente. Alors je vous recommande vivement de parler à un avocat. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander si David prenait de mauvaises décisions financières. J'ai commencé à me demander s'il me trompait. J'ai d'abord contacté un conseiller financier, puis un avocat. Je l'avais caché à David. Pas encore. Mon avocat a examiné les documents et m'a posé une question simple. Avez-vous autorisé l'un de ces virements? Non. Avez-vous signé ces documents de prêt? Non. Alors ne l'affrontez pas tant que nous n'avons pas toute la vue d'ensemble. Alors j'ai attendu. Et en attendant, j'ai découvert plus de choses. De l'argent était allé à l'entreprise de David. De l'argent était allé à sa mère. De l'argent avait été utilisé pour payer une carte de crédit appartenant à sa sœur. Il y avait même des paiements liés à un véhicule que je n'avais jamais vu. Je me sentais mal. Mais le pire n'était pas l'argent. C'était de réaliser combien de personnes étaient au courant. Parce que lorsque j'ai montré les transactions à ma conseillère, elle a remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. Les virements n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un schéma. David déplaçait de l'argent de nos comptes familiaux chaque fois que son entreprise avait besoin de liquidité. Et une partie de cet argent était finalement distribuée aux membres de sa famille. Je me suis souvenu de tous ces dîners où Linda se plaignait de ses frais médicaux. De toutes ces fois où Megan disait qu'elle s'en sortait à peine. De toutes ces conversations où David me disait que sa famille était en difficulté. J'avais cru que nous les aidions. Nous n'aidions pas. Je les finançais. La dernière pièce du puzzle est arrivée 3 jours avant ce dîner. Mon avocat a appelé. Rachel? J'ai trouvé autre chose. Quoi? Il y a des documents suggérant que votre mari a peut-être utilisé vos informations financières. Dans le cadre du financement de l'entreprise. J'ai fermé les yeux. Est-ce qu'il peut perdre la maison? C'est compliqué. Mais vous devez vous protéger immédiatement. J'ai posé la question que j'avais évitée. Que se passe-t-il si je pars? Il y a eu un silence. Puis elle a dit. Vous devez prendre des décisions basées sur votre sécurité et vos intérêts juridiques. Pas sur ses promesses. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un compte bancaire à mon propre nom. J'ai changé mes mots de passe. J'ai sécurisé des copies de chaque document important. Et j'ai noté chaque transaction douteuse que j'ai pu trouver. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais besoin de la vérité. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais déjà pris ma décision. Je ne crierai pas. Je ne le menacerai pas. Je ne le frapperai pas en retour. Je cesserai simplement de le protéger des conséquences de ses propres choix. C'était pourquoi, lorsque David m'a giflé, je n'ai pas perdu le contrôle. D'une étrange manière. Il venait de faire la seule chose qui rendait le fait de faire semblant impossible.
Maintenant, nous étions assis à la table avec la première enveloppe entre nous. David a fini par lever les yeux. Ça ne prouve rien. J'ai failli sourire. Non. J'ai attrapé la deuxième enveloppe. Ça ne le fait pas, puis je l'ai placée devant Linda. Mais ceci pourrait. Son visage est devenu pâle, et pour la première fois. J'ai vu la peur dans les yeux de la femme qui avait passé des années à me dire que je n'en faisais pas assez pour sa famille. Linda a fixé l'enveloppe devant elle comme si elle risquait d'exploser. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. J'ai gardé ma voix calme. Tu devrais l'ouvrir. Elle a regardé David. Il a secoué la tête de manière presque imperceptible. Ce petit mouvement m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Linda l'a remarqué aussi. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires montrant plusieurs virements de notre compte commun vers un compte relié à l'entreprise de David. Mais il y avait plus. J'avais surligné 3 paiements. Le premier était allé vers les frais médicaux de Linda. Le deuxième avait réglé une carte de crédit. Le troisième avait été viré directement sur un compte au nom de Linda. Elle a fixé les pages. Je ne comprends pas. Si. Ai-je dit. David a repoussé sa chaise. Rachel? Arrête. Je l'ai regardé. Non. Son visage s'est tendu. Tu fais une scène. J'ai failli rire. Une scène. J'ai touché ma joue doucement. Tu as fait la scène quand tu m'as frappé. Personne n'a parlé. Le silence était différent maintenant. Ce n'était pas le silence confortable de personnes attendant le dîner. C'était le silence de personnes réalisant que la personne qu'elles avaient sous-estimée n'était plus disposée à jouer le jeu. Megan a attrapé les documents. Maman. Linda les a retirés. Ne touche pas. Megan m'a regardé. Rachel? Où as-tu eu ça de notre banque? David a interrompu. Elle est passée par mes dossiers professionnels privés. Notre argent n'est pas ton argent privé. Il s'est levé. Je n'ai pas bougé. Pendant des années, cela m'aurait effrayé. Cette nuit-là, non. Peut-être parce que j'avais enfin compris quelque chose au sujet de la peur. La peur devient plus petite lorsque vous arrêtez de négocier avec elle. David a pointé le couloir du doigt. Monte dans ta chambre. Je l'ai regardé. Non. Sa bouche s'est ouverte. Puis s'est fermée. Il n'avait pas l'habitude d'entendre ce mot de ma part. J'ai pris une autre enveloppe. Celle-ci est pour Megan et Kyle. Megan a immédiatement secoué la tête. Non. Je ne veux rien. Tu devrais. Je l'ai glissé à travers la table. Elle a hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des copies de paiements effectués à partir du compte de l'entreprise de David vers leur carte de crédit. Megan a regardé Kyle. Kyle a baissé les yeux. Combien? Ai-je demandé. Aucun des deux n'a répondu. Je l'ai fait. 14 600 $. Linda a mis sa main devant sa bouche. Les yeux de Megan se sont remplis de larmes. David nous a dit que c'était un prêt commercial. Je me suis tourné vers mon mari. C'était le cas? Il s'est frotté le front. C'était compliqué. Non. Ai-je dit.
Ça ne l'était pas. J'ai attrapé le dossier à côté de moi. C'était de l'argent de notre ménage. La voix de David est devenue défensive. J'allais rembourser. Tu dis ça depuis des mois. J'avais besoin de garder l'entreprise en vie. Et tu as décidé que je ne méritais pas de le savoir? Il m'a regardé. Tu n'aurais pas compris. Cette phrase m'a fait plus de mal que prévu. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle révélait exactement comment il me voyait. J'avais passé 11 ans à l'aider à construire une vie. Mais quand les décisions importantes se présentaient, apparemment je n'étais pas assez intelligente pour être incluse. Je me suis adossé à ma chaise. Tu as raison sur un point. David m'a regardé. Quoi? Je ne comprends pas. Son expression s'est légèrement adoucie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment tu as pu me regarder dans les yeux chaque matin et me mentir? Son visage est tombé. Personne n'a rien dit. Puis Linda s'est soudainement mise à pleurer. David. Qu'est-ce que tu as fait? Il s'est tourné vers elle. Maman? J'essayais d'aider tout le monde. Non. Ai-je dit? Tu essayais de contrôler tout le monde. Il a frappé la table de sa main. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des gens qui dépendent de toi. Je l'ai fixé. Je sais exactement ce que c'est. J'ai regardé autour de la table. J'ai été la personne sur laquelle tout le monde comptait. La pièce est redevenue silencieuse. Je leur ai parlé des heures supplémentaires, des factures, de l'hypothèque. De chaque fois où j'avais remis à plus tard quelque chose dont j'avais besoin parce que quelqu'un d'autre avait besoin d'argent en premier. Je leur ai parlé des vacances que j'avais annulées parce que David disait que l'entreprise avait besoin de liquidité. Je leur ai parlé des soins dentaires que j'avais retardés. Je leur ai parlé des week-ends passés à rattraper la paperasse du ménage pendant que tout le monde profitait de la vie. Je n'énumérais pas ces choses pour les faire se sentir coupables. Je les disais enfin à voix haute. David a détourné le regard. Sa mère a essuyé ses yeux. Megan a murmuré, « Je ne savais pas. » Je sais. Elle m'a regardé. Si j'avais su. Tu aurais posé des questions différentes. Elle a hoché la tête. C'était la première chose honnête que quiconque avait dite de toute la soirée. Puis j'ai posé la dernière enveloppe sur la table. David l'a fixée. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris une lente inspiration. C'est à propos de la maison. Son visage a changé instantanément. Il a tendu la main pour la prendre. Je l'ai retirée. Attends. Il m'a regardé. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose. J'ai pointé l'enveloppe du doigt. Ce n'est pas une menace. Puis j'ai regardé David directement. Et ce n'est pas une vengeance. Son expression s'est durcie. Alors c'est quoi? De la protection. J'ai ouvert l'enveloppe moi-même. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents provenant de mon avocat. Il y avait des avis concernant la dette douteuse. Il y avait des dossiers montrant que j'avais officiellement contesté des transactions que je n'avais jamais autorisées. Et il y avait une lettre expliquant les mesures prises pour protéger mon droit de propriété sur la maison. David a fixé les papiers. Tu as engagé un avocat? Oui.
Il y a 3 semaines. Sa voix a baissé. Tu as planifié tout ça? Non. Je l'ai regardé. J'ai enquêté sur ce que tu avais déjà fait. Cette distinction importait. David s'est affaissé sur sa chaise. Pour la première fois de la nuit, il avait l'air fatigué. Pas en colère, pas puissant, juste fatigué. Linda a murmuré, « Est-ce que la maison est en sécurité ?» Je l'ai regardé. Pour l'instant. Les yeux de David se sont écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as plus le droit de jouer avec notre foyer. Il a ramassé les documents. Ses mains tremblaient. Je l'ai regardé lire. Puis il s'est arrêté à une page. Son visage est devenu pâle. Quoi? Ai-je demandé. Il m'a regardé. Tu as vraiment déposé ça? Oui. Sa chaise a crissé sur le sol lorsqu'il s'est levé. Tu n'avais aucun droit. J'ai répondu calmement. J'avais tous les droits de me protéger. Il a regardé vers sa famille. Personne ne l'a défendu, pas même sa mère. Pour la première fois, David a compris que l'équilibre des pouvoirs à cette table avait changé. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de le menacer. J'avais quelque chose de beaucoup plus fort, la vérité. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Rachel. J'ai attendu. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. Je n'ai rien dit. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Ne me quitte pas. Et d'une certaine manière, ces 4 mots m'ont fait plus mal que la gifle. Parce que pendant 11 ans, je l'avais supplié de ne pas me quitter émotionnellement. Il n'avait simplement jamais fait attention. S'il te plaît. Ne me quitte pas. Les mots de David planaient dans la pièce. Pendant un moment, j'ai failli avoir pitié de lui. Puis je me suis souvenu du son de sa main contre mon visage. Je me suis souvenu des mois de mensonges. Je me suis souvenu de l'argent. Et je me suis souvenu du nombre de fois où je lui avais demandé gentiment si tout allait bien. Il m'avait regardé droit dans les yeux à chaque fois en disant oui. J'ai baissé la voix. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. David a pris une inspiration tremblante. Alors? Tu restes? Non. Ses yeux se sont fermés. J'ai dit que je n'avais pas décidé. Linda a recommencé à pleurer. Megan est restée complètement immobile. Kyle a fini par repousser son assiette. Personne ne mangeait plus. Le dîner que j'avais passé 15 minutes à préparer était devenu quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait avaler. David a baissé les yeux vers les documents. Rachel? Je peux expliquer. Tu l'as déjà fait. Je veux dire? Tout. Tu m'as dit que l'entreprise luttait. C'était le cas. Tu m'as dit que l'argent était temporaire. C'était censé l'être. Tu m'as dit que ta famille avait besoin d'aide. Ils en avaient besoin. J'ai secoué la tête. Ça n'explique pas les signatures. David est resté silencieux. J'ai observé son visage. C'était la question à laquelle il ne pouvait pas répondre. L'argent pouvait s'expliquer. Les mauvaises décisions pouvaient s'expliquer. Même les mensonges pouvaient s'expliquer. Mais ma signature ne le pouvait pas. Pas à moins qu'il n'admette ce qu'il avait fait. Finalement. Il a murmuré,
Je pensais que tu refuserais. Je l'ai fixé. Refuser quoi? Le prêt. Alors tu as signé pour moi. Il n'a pas répondu. Tu as utilisé mon nom. Ses yeux sont tombés. C'en était assez. Je me suis levé. Linda m'a regardé. Rachel. J'ai levé la main. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Ma voix n'était pas en colère. Elle était épuisée. Je ne veux pas d'une autre dispute ce soir. J'ai ramassé les documents. David a soudainement attrapé mon poignet. Je me suis écarté immédiatement. Il s'est figé. J'ai vu la prise de conscience sur son visage. Il s'en est souvenu. Moi aussi. Il a lâché sa main. Je suis désolé. A-t-il murmuré. J'ai hoché la tête une fois. Bien. Puis j'ai marché vers le couloir. Où vas-tu? À l'hôtel. Tu t'en vas ce soir? Oui. Il s'est levé. S'il te plaît. Rachel. Je me suis retourné. Tu as eu 11 ans pour me demander de rester. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Non. Ai-je dit doucement. Je ne pense pas que tu le saches. Je suis monté à l'étage. J'ai fait une valise. Pas tout. Juste assez pour quelques jours, des vêtements de travail, des articles de toilette. Mon ordinateur portable, mes médicaments, une paire de chaussures confortables. Et la petite photo encadrée de mon père qui était posée sur ma table de chevet. En fermant la valise à glissière, j'ai entendu David en bas parler à sa mère. Sa voix était basse. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'ai clairement entendu une phrase. Je ne pensais pas qu'elle ferait vraiment quelque chose. Je me suis arrêté. Cette phrase m'en a dit plus que tous les documents. Il n'avait jamais cru que je partirais. Il n'avait jamais cru que j'enquêterais. Il n'avait jamais cru que je me protégerais. Il avait confondu ma patience avec de la faiblesse. Quand je suis descendu, tout le monde m'a regardé. David se tenait près de la porte d'entrée. Je t'appellerai demain. J'ai secoué la tête. Non. Son visage est tombé. Mon avocat te contactera. Il a dégluti. Rachel? Je suis sérieux. J'ai ouvert la porte. Puis j'ai entendu Linda derrière moi, je peux te parler? J'ai regardé en arrière. Elle était seule maintenant. L'assurance qu'elle affichait habituellement avait disparu. Elle ressemblait à une femme plus âgée qui venait soudainement de réaliser qu'elle avait peut-être fait des choix terribles. Quoi? Elle a baissé les yeux. Je ne savais pas qu'il avait utilisé ta signature. Je l'ai cru. Du moins en partie. Mais tu savais pour l'argent. Elle a hoché la tête. Oui. Pourquoi? Elle a essuyé sa joue. Parce que j'avais peur de perdre ma maison. Je l'ai fixée. Elle a continué, David m'a dit qu'il pouvait m'aider si je gardais le silence. J'ai pris une lente inspiration. Et tu as pensé que c'était correct? Non. Sa voix s'est brisée. Je ne savais juste pas comment l'arrêter.
Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Puis j'ai dit, tu aurais dû me le dire. Je sais. C'était tout. Pas de discours dramatique, pas d'excuses, juste 2 mots. J'ai hoché la tête et je suis sorti. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'ai conduit jusqu'à un petit hôtel à environ 20 minutes de là. Dans le parking, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise là. Mes joues faisaient encore mal, mais la douleur la plus profonde était ailleurs. Elle résidait dans la réalisation que j'avais passé des années à essayer de gagner l'amour d'eux. Personne qui croyait que mon utilité était la même chose que ma valeur. Je suis monté à l'étage. J'ai pris une douche. Puis j'ai appelé mon avocat. J'ai quitté la maison. Es-tu en sécurité? Oui. Bien. N'y retourne pas seul. Je ne le ferai pas. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, Rachel? Vous avez bien fait de tout documenter. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. Je ne me sens pas forte. Vous n'avez pas besoin de vous sentir forte. Qu'est-ce que je dois ressentir? En sécurité. Ce mot est resté en moi. En sécurité. Pas heureuse. Pas victorieuse. Pas puissante. En sécurité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Pendant quelques secondes, je ne savais pas où j'étais. Puis tout est revenu, la gifle, les enveloppes, la maison, les signatures. J'ai attrapé mon téléphone. Il y avait 14 appels manqués, 9 de David, 3 de Linda, 2 de Megan. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé travailler. Je me suis assise à mon bureau et j'ai traité des demandes d'indemnisation d'assurance pendant que ma vie personnelle semblait s'effondrer autour de moi. À midi, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message de mon avocat. Les documents contestés avaient été officiellement contestés. La banque avait placé des mesures de protection supplémentaires sur les comptes et il y avait une dernière mise à jour, la demande de prêt sur valeur domiciliaire était en cours de réexamen. Je me suis calé dans mon fauteuil. Pour la première fois, j'ai compris que ma vengeance n'avait pas besoin d'être dramatique. Elle n'avait pas besoin d'impliquer la destruction de qui que ce soit. Je devais simplement cesser de porter des conséquences qui appartenaient à d'autres personnes. Au cours des semaines suivantes, d'autres vérités ont éclaté. David a admis que son entreprise battait de l'aile depuis près d'1 an. Il avait emprunté sur notre épargne. Puis il avait emprunté sur la maison. Quand cela n'avait pas suffi, il avait commencé à déplacer de l'argent par le biais de différents comptes. Il s'était dit qu'il réglerait tout après le prochain gros contrat, puis après le suivant. Puis après un autre. C'était toujours, demain, jusqu'à ce que demain arrive enfin et qu'il n'y ait plus nulle part où se cacher. Megan m'a appelé un soir. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis resté assise tranquillement sur mon lit. Pourquoi? Pour avoir laissé David te faire sentir que tu nous devais quelque chose. J'ai fermé les yeux. Merci d'avoir dit ça. Elle a pleuré. Je ne savais pas tout. Je sais. Mais tu en savais assez. Cette phrase importait, car la responsabilité ne commence pas toujours par tout savoir. Parfois, elle commence par admettre que l'on en savait assez pour poser des questions. Une semaine plus tard, David m'a envoyé un message. Pas d'excuses, pas d'exigence, juste 3 mots, je comprends maintenant. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que comprendre était facile.
Changer était plus difficile. Et j'avais passé trop d'années à accepter des promesses alors que j'avais vraiment besoin d'eux. Preuve. Pendant les quelques semaines suivantes, j'ai appris quelque chose que je n'avais jamais compris à propos du fait de quitter une relation. Brisée. Le plus dur n'était pas de s'éloigner. C'était de résister à la tentation de revenir en courant simplement parce que l'autre personne finissait par éprouver des remords. David avait passé des années à me faire croire que ces problèmes m'appartenaient et que je devais les résoudre. Maintenant que j'avais cessé de les résoudre, il semblait soudainement comprendre à quel point tout était grave. Mais comprendre les conséquences n'était pas la même chose que changer. Je suis resté à l'hôtel pendant 4 nuits. Ensuite, je me suis installé dans un petit appartement meublé près de mon bureau. Ce n'était pas beau. La cuisine était à peine assez grande pour 2 personnes. La fenêtre de la chambre donnait sur un bâtiment en briques. Le canapé avait une petite tache sur un coussin qui n'y était probablement pas lorsqu'il était neuf. Mais lorsque j'ai tourné la clé dans la serrure ce premier soir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, c'était calme. Pas le silence inconfortable d'une maison où les gens étaient en colère les uns contre les autres. Un vrai calme. Celui où l'on pouvait entendre ses propres pensées. J'ai posé ma valise et je me suis assise par terre. Pour la première fois en 11 ans, personne n'attendait que je cuisine le dîner. Personne ne demandait où était sa chemise. Personne ne se plaignait d'une facture. Personne n'avait besoin de rien. Et curieusement, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Alors, j'ai fait des spaghettis. Juste des spaghettis. Je les ai mangés debout au comptoir de la cuisine et j'ai ri de voir à quel point c'était ordinaire. Puis je me suis mise à pleurer, non pas parce que j'étais malheureuse, mais parce que je commençais à comprendre à quel point j'avais été fatiguée. La procédure judiciaire avançait lentement. Il y avait des appels avec la banque, des réunions avec mon avocat, des documents à examiner. Des questions que je n'aurais jamais pensé devoir poser au sujet de mon propre mariage. J'ai gardé chaque bout de papier, chaque email, chaque relevé, chaque message de David. Mon avocat m'a rappelé à plusieurs reprises de ne pas prendre de décisions émotionnelles pendant que les problèmes financiers étaient en train d'être réglés. J'ai apprécié cela. Car David essayait très fort de me convaincre que tout pouvait revenir à la normale. Un soir, il m'a envoyé un long message. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit que la gifle avait été la pire erreur de sa vie. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer me perdre. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone. 6 mois plus tôt, j'aurais répondu immédiatement. J'aurais cherché à le rassurer. J'aurais dit que nous pouvions tout réparer. Au lieu de cela, j'ai attendu. Un autre message est arrivé, je ferai n'importe quoi. Cette phrase semblait familière. Les gens disent souvent qu'ils feront n'importe quoi lorsqu'ils réalisent qu'ils sont sur le point de perdre quelque chose. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font réellement par la suite. David a finalement commencé une thérapie. Puis il s'est inscrit à un programme de gestion de la colère. Il a également rencontré un comptable pour débrouiller les finances de l'entreprise. Je ne lui avais pas demandé de faire ces choses-là, cela importait pour moi. Si je devais le forcer à changer, alors il ne changeait pas. Il jouait une comédie. Son entreprise a souffert. Plusieurs clients ont cessé de travailler avec lui après que les problèmes financiers aient été rendus publics. Il a dû vendre le camion plus récent qu'il avait acheté tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre les dépenses de base du ménage. Il a réduit la taille de son bureau. Il a arrêté d'emprunter de l'argent à sa famille. Pour la première fois, David a dû vivre selon ses moyens. Sa mère a également cessé de m'appeler pour de l'argent. C'était l'une des parties les plus étranges. Pendant des années, Linda m'avait appelé chaque fois que quelque chose tournait mal. Maintenant, il y avait le silence. Puis, un dimanche après-midi, elle a appelé. J'ai failli ne pas répondre.
Mais je l'ai fait. Allô? Rachel. Oui. Elle a pris une longue inspiration. Je veux m'excuser. Je n'ai rien dit. J'aurais dû te protéger, a-t-elle continué, ce qui m'a surprise. Je savais que David prenait de l'argent sur le compte du ménage. J'ai fermé les yeux. Combien est-ce que tu savais? Pas tout. Mais assez. Oui. Sa voix a craqué. Assez. J'ai regardé par la fenêtre. J'apprécie que tu l'admettes. J'avais peur. Je comprends qu'on ait peur. Elle a commencé à pleurer. Mais, la peur n'excuse pas ce que j'ai fait. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Non. Ça ne l'excuse pas. C'était tout ce dont j'avais besoin de sa part. Pas d'excuses, pas de réconciliation dramatique, juste de la responsabilité. Quelques jours plus tard, David a demandé si nous pouvions nous voir. J'ai accepté pour un café, dans un lieu public, en journée. Mon choix. Quand il est entré, il avait l'air différent. Pas de façon spectaculaire. Il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient plus en désordre. Il n'y avait pas de montre de luxe à son poignet, pas de sourire confiant. Il s'est assis en face de moi. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête. Comment vas-tu? Ça va. Il a baissé les yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. C'est bien. Il a esquissé un petit sourire triste. Je le mérite. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, j'étais en colère contre la mauvaise personne. J'ai attendu. J'avais honte de mon entreprise. Je me sentais comme un raté. Et au lieu de l'admettre, je t'ai rendu responsable de la réparer. Je l'ai regardé. C'était ton choix. Je sais. Et me frapper était ton choix aussi. Il a dégluti. Je sais. Il n'a pas trouvé d'excuse. C'était important. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas, j'ai commencé à vendre des choses. Quelle chose? Que j'avais acheté en te disant que nous étions fauchés. J'ai failli sourire. Ça a dû être inconfortable. C'était bien. Il a hoché la tête. Je le mérite aussi. Nous sommes restés assis tranquillement. Puis il a mis la main dans sa veste. Je suis immédiatement devenue prudente. Qu'est-ce que c'est? Il a placé une petite enveloppe sur la table. Ne l'ouvre pas maintenant. Je l'ai fixée. Qu'est-ce que c'est? Le premier versement? Je n'ai pas touché l'enveloppe. Paiement pourquoi? Ce que je dois. J'ai regardé l'enveloppe. Puis de nouveau lui. Combien? 10 000 $. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas à me donner de l'argent liquide dans un café. Je sais. Il avait l'air gêné. Je voulais juste que tu vois que je fais vraiment quelque chose. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Envoie-le par l'intermédiaire de mon avocat. Il a hoché la tête. D'accord. Ce moment était important, car l'ancien David aurait argumenté.
L'ancien David aurait dit qu'il ne lui faisait pas confiance. Le nouveau David a simplement dit « d'accord ». Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que la réconciliation ne consistait pas à revenir à la façon dont les choses étaient. Peut-être qu'il s'agissait de créer quelque chose d'entièrement différent. La confiance ne pouvait pas être exigée. Elle devait être gagnée. Le pardon ne pouvait pas effacer le passé. Il pouvait seulement décider de ce que je voulais en faire. Un mois plus tard, mon avocat a confirmé que le premier remboursement était arrivé, puis un autre. David a vendu une partie de l'entreprise. Il a réduit la taille de sa vie. Il a continué sa thérapie. Il a cessé de me demander de le sauver. Et lentement, très lentement. J'ai commencé à croire que ses actions finissaient peut-être par dire la vérité que ses mots n'avaient jamais dite. Je n'étais toujours pas rentré à la maison. Je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Mais j'ai cessé de voir l'avenir comme une porte qui s'était refermée. C'était une porte que je pouvais choisir d'ouvrir un jour ou de laisser fermer. Pour la première fois, le choix m'appartenait entièrement. Et cela valait plus que toute la vengeance que j'aurais pu imaginer. 3 mois après ce dîner, je n'étais toujours pas rentré dans la maison. David et nous n'étions plus mari et femme de la manière dont nous l'avions été autrefois. Nous étions deux personnes se tenant prudemment sur les côtés opposés d'un pont, essayant de décider s'il était sûr de traverser. Les problèmes juridiques commençaient enfin à s'apaiser. La banque avait achevé son examen des documents contestés. Mon avocat m'avait aidé à séparer mes finances des obligations professionnelles de David. Et la maison n'était plus en danger immédiat. Il y avait encore des dettes à régler, encore de la paperasse, encore des conversations difficiles. Mais pour la première fois, la situation appartenait à la réalité au lieu du secret. David avait également changé sa routine. Il ne s'attendait plus à ce que je règle les choses. Il a cessé d'appeler lorsqu'un paiement professionnel était en retard. Il a cessé de me demander de couvrir les dépenses. Il a cessé de me dire que tout irait bien si je lui faisais simplement confiance. Au lieu de cela, il a commencé à faire quelque chose de beaucoup plus difficile. Il a dit la vérité même lorsque la vérité le faisait mal paraître. Son entreprise battait de l'aile depuis plus longtemps qu'il ne l'avait admis. Il avait emprunté de l'argent parce qu'il était terrifié à l'idée de tout perdre. Puis, une fois qu'il avait commencé à emprunter, il n'avait pas pu s'arrêter. Chaque nouveau prêt était censé résoudre le problème précédent. Chaque mensonge était censé protéger le suivant. Finalement, les mensonges étaient devenus plus grands que l'entreprise elle-même. Il s'était dit qu'il protégeait sa famille, mais il avait en fait protégé sa fierté. C'était quelque chose qu'il avait finalement admis au cours de l'une de nos séances de thérapie. Je ne m'attendais pas à y être. Au début, j'avais refusé. Mais mon conseiller avait suggéré que si la réconciliation devait un jour être possible, nous aurions éventuellement besoin d'un environnement contrôlé où nous pourrions tous les deux parler honnêtement. Alors, j'ai accepté une séance, juste une. Nous étions assis à plusieurs pieds l'un de l'autre. Le conseiller a posé une question simple à David, « Pourquoi l'as-tu frappé ?» David a regardé le sol. J'étais en colère. Le conseiller a attendu. Il a soupiré. Ce n'est pas toute la réponse. Non. Il s'est frotté les mains. Je voulais le contrôle. Je l'ai regardé. Il a continué, j'avais l'impression que tout s'écroulait. L'entreprise, l'argent, ma réputation. Et quand Rachel est rentrée tard, je l'ai vue comme une autre personne qui ne faisait pas ce dont j'avais besoin. Mon estomac s'est noué. Il m'a regardé. Ce n'était pas juste. Non. Ai-je dit? C'était abusif. J'ai hoché la tête. Oui. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas dit que je l'avais provoqué.
Il n'a pas dit qu'il était sous pression. Il a simplement accepté le mot « abusif ». Cela importait, car pendant des années, je m'étais demandé si j'avais d'une manière ou d'une autre contribué à ce qui s'était passé. Ce jour-là, j'ai enfin cessé de porter la responsabilité de la violence de quelqu'un d'autre. Après la séance, David a demandé s'il pouvait m'accompagner jusqu'à ma voiture. J'ai dit oui. Dehors, l'après-midi était froid et lumineux. Il s'est arrêté à plusieurs pieds de distance. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je l'ai regardé. Tu n'as pas le droit de décider de ça tout seul. Je sais. Mais si tu en veux une un jour, tu dois comprendre quelque chose. Quoi? Je ne veux pas de l'ancien mariage en retour. Il a hoché la tête. L'ancien mariage n'était pas sain. Non. J'ai regardé vers le parking. Je ne veux pas de promesses. Je ne veux pas de grands gestes. Je ne veux pas de fleurs tous les vendredis. Il a esquissé un léger sourire. D'accord. Je veux de l'honnêteté. Je peux faire ça. Et du respect. Je sais. Et si tu lèves à nouveau la main sur moi? Il n'y aura pas de conversation par la suite. Son visage est devenu sérieux. Je comprends. Je croyais qu'il comprenait. S'il pouvait vivre selon ce principe. Seul le temps pouvait le prouver. Quelques semaines plus tard, David a vendu une partie de son entreprise de bâtiment. L'argent n'était pas suffisant pour tout résoudre. Mais il lui a permis de faire un paiement substantiel vers ce qu'il devait. Il a envoyé l'argent directement par les canaux juridiques appropriés. Pas d'enveloppe, pas de présentation dramatique, pas d'attente que je le remercie. C'est ainsi que j'ai su qu'il commençait enfin à comprendre. L'argent n'était pas un cadeau. C'était une responsabilité. À peu près à la même époque, Linda a demandé si je voulais venir dîner. J'ai failli dire non. Puis j'ai réalisé que je n'avais plus peur d'elle. Alors j'y suis allé. Elle avait fait un rôti de bœuf. Le même genre qu'elle avait l'habitude de me critiquer de faire parce que, selon elle, les vraies épouses n'ont pas besoin de recettes. Ce soir-là, elle a posé une assiette devant moi. Puis elle s'est assise. Elle avait l'air mal à l'aise. Je te dois des excuses. J'ai hoché la tête. Tu le dois. Elle a pris une respiration. Je t'ai traité comme si tu étais responsable de garder tout le monde à l'aise. Je l'ai regardé. Tu l'as fait. Je pensais que parce que tu étais forte, tu pouvais gérer ça. J'ai souri tristement. Les gens disent ça quand ils ne veulent pas admettre qu'ils en demandent trop. Elle a baissé les yeux. Je sais. Il n'y a pas eu de pardon dramatique, pas de câlin. Pas de larmes tombant dans les bras l'une de l'autre, juste de l'honnêteté. Et curieusement, cela semblait mieux. Avec le temps. Meghan et Kyle ont également pris la responsabilité de l'argent qu'ils avaient accepté. Ils ont commencé à rembourser ce qu'ils pouvaient. Personne ne m'a blâmé. Personne ne m'a qualifié d'égoïste. Personne ne m'a demandé de les sauver. La famille avait enfin appris ce que j'avais essayé de leur enseigner pendant des années sans jamais. Le dire directement, l'amour ne signifie pas un accès illimité à l'argent, au temps, à l'énergie ou à la dignité d'une autre personne. Les mois ont passé. David a continué sa thérapie. Il est resté sobre. Il a reconstruit son entreprise lentement cette fois, sans emprunter sur nos comptes familiaux. Et il est devenu plus patient. Pas parfait, mais différent. Un samedi après-midi. Il a appelé.
J'ai fini les réparations sur le porche arrière. J'ai ri. Tu as réparé quelque chose sans me demander de payer pour ça. Je sais. C'est une percée. J'ai souri. C'était la première fois que nous plaisantions ensemble depuis des mois. Puis il a dit, est-ce que tu aimerais voir la maison? J'ai hésité. Peut-être. Alors? J'y suis allé. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, tout semblait familier. Le même couloir, le même salon, la même cuisine. Mais j'étais différente. Je suis entré dans la salle à manger. La table était toujours là. La même table où David m'avait ordonné de cuisiner. La même table où j'avais placé ses enveloppes. La même table où notre mariage avait enfin été forcé de faire face à la vérité. David se tenait à côté. J'ai failli me débarrasser de ça. Pourquoi? Trop de souvenirs? J'ai touché le dos d'une chaise. Peut-être que les souvenirs ne sont pas toujours faits pour être effacés. Il m'a regardé. Ils servent à quoi? À nous rappeler quoi ne pas répéter. Il a hoché la tête. Puis il a posé la question que j'attendais depuis des mois. Penses-tu que nous pourrions essayer à nouveau? J'ai pris une lente inspiration. Je ne sais pas. Il a eu l'air déçu. Mais il n'a pas argumenté. J'ai continué, mais je sais que je ne te déteste pas. Ses yeux se sont adoucis. Et je sais que je suis disposé à voir qui tu deviens. Il a hoché la tête. C'est suffisant. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas promis pour toujours. Nous sommes simplement restés là dans la salle à manger. Et pour la première fois, cette pièce ne ressemblait pas à un endroit où j'avais été humilié. Elle ressemblait à un endroit où la vérité avait enfin été prononcée. Quelques semaines plus tard, David m'a demandé ce que je voulais pour le dîner. Je l'ai regardé et j'ai souri, quelque chose de simple. Des pizzas. Parfait. Il a ri. Et j'ai réalisé que la fin la plus puissante n'était peut-être pas de regarder quelqu'un souffrir. C'était d'atteindre un point où sa souffrance n'était plus nécessaire pour que je me sente entière. Ma vengeance n'avait jamais été de détruire David. Il s'agissait de récupérer les parties de moi-même que j'avais abandonnées, ma voix, ma confiance. Mon indépendance financière. Mes limites et ma compréhension de ce à quoi l'amour devrait ressembler. Si vous lisez cette histoire et que quelque chose en elle vous semble familier, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à attendre une crise pour apprendre ce qui se passe avec vos propres finances. Sachez quel compte existe à votre nom. Lisez les documents avant de les signer. Gardez des copies des dossiers importants et ne confondez jamais la patience avec l'autorisation d'être maltraité. Le pardon peut être puissant, mais le pardon ne signifie pas oublier. La réconciliation peut être belle. Mais la réconciliation doit être construite sur la responsabilité, la sécurité et un changement cohérent. Et parfois, la plus grande vengeance est simplement de devenir assez fort pour dire « Cela s'arrête ici avec moi ». Si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez un moment pour réfléchir aux personnes dans votre vie qui méritent votre amour et aux limites, qui méritent votre protection. Si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partagez cette histoire avec lui. Et si vous aimez les histoires sur la résilience, la dignité, les secondes chances et la recherche de la force après la trahison, pensez à vous abonner. Parce que parfois, la justice n'arrive pas avec une porte-claque ou une victoire dramatique. Parfois, elle arrive tranquillement avec le courage de se choisir soi-même.